Comment on improvise en fait? Ça veut dire quoi improviser? Pour moi, improviser, c'est faire des choix. Je me souviens qu'un des jurys, quand j'avais joué le prix des filles de bac, il est venu me voir, il m'a dit c'est marrant, vous jouez du bac comme dans les années 50. Jean-François Sigel, c'est déjà un personnage absolument incroyable. C'est un modèle de discipline, de travail. Ben c'est ouf, je crois qu'on a un peu le même rêve alors. Bienvenue dans Improvise-toi, le podcast musical où je m'entretiens avec des invités inspirants qui apportent leur propre touche à la musique. Depuis 2020, Impromusique accompagne des musiciens de tout niveau vers le plaisir, la liberté et la spontanéité. Je suis Norton Sonner, fondateur de cette approche musicale différente et novatrice. Dans chaque épisode, les invités partagent leur histoire et leur point de vue pour t'inspirer avec du concret. Le but est simple, t'offrir un maximum de possibilités pour jouer ta propre musique. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Improvise-toi où je reçois aujourd'hui Kélian Camus. Hello Kélian. Salut. Alors Kélian, c'est un peu particulier parce que je t'ai découvert sur France 3 et en fait, je suis tombé sur un reportage sur toi et ça m'a assez choqué parce que tu as un profil super atypique en fait. Tu as commencé le piano comme autodidacte à 16 ans et je dis ok, ce mec apparemment il a réussi à allier deux mondes et on va en parler juste après. Il faut absolument que je t'invite pour que tu viennes en parler. Tu as accepté, donc c'est trop cool. En quelques mots, je te présente. Je sais que les gens, ils n'aiment pas trop faire ça, donc je le fais à leur place. Donc j'ai fait une petite recherche. Kélian, tu es pianiste de jazz. C'est ton métier, de ce que j'ai trouvé. Tu t'es formé au CMDL, c'est Oui, juste c'est l'école de Didier Locoud, on dit souvent. C'est un peu comme l'équivalent du CNSM en jazz. En général, on va soit au CNSM, soit au CMDL. Ok. Et du coup, chaque semaine, maintenant, tu te produis en fait dans ton club de jazz, le 38 Rives, l'un des plus réputés de Paris. Et tu es en train de finir ton cursus, c'est assez incroyable, je ne savais même pas que ça existait, d'écriture et d'improvisation classique dans la classe de Jean-François Sigel au Conservatoire national de Paris. Donc, un parcours assez incroyable. Moi, j'avais envie de mieux connaître, mieux comprendre ton histoire, parce que c'est assez unique. Quelqu'un qui fait les deux, jazz puis classique. Comment t'as fait? Comment t'en es arrivé là? Ça m'intrigue vraiment. Déjà, franchement, merci beaucoup de m'avoir invité. Moi, je suis super content d'être là aujourd'hui parce que ce dont tu parles, justement, cette capacité à allier en fait, l'improvisation jazz et l'improvisation classique, c'était pas du tout naturel et pas du tout destiné pour moi. Moi, mes parents, voilà, ils sont pas du tout dans la musique. Ils aiment bien, ils aiment bien comme ça, mais on va dire, c'est pas forcément la chose qui les intéresse spécifiquement. Et en fait, moi, si tu veux, j'ai grandi à Vitry-sur-Seine et à Orly. Et en fait, là-bas, si tu veux, j'étais un peu banlieue, un peu, etc. Donc, j'avais pas forcément accès à la musique, surtout la musique classique. Alors là, n'en parlons même pas. Donc, au début, moi, j'étais un petit peu... Des fois, j'écoutais même un peu de rap, un petit peu musique que tout le monde un peu écoute. J'avais un petit Walkman, je m'en souviens, avec des morceaux de la Star Academy. J'écoutais Grégory Le Marchal, des trucs comme ça. Mais j'aimais bien. Quand j'étais petit, j'avais 13 ans et tout, etc., quoi. Et en fait, ce qui se passait, c'est que moi, j'aimais bien aller à la bibliothèque. Voilà, Là-bas, on peut lire des bouquins gratuitement. C'est quand même impressionnant tout ce qu'on a. L'accès à la culture, en fait, il est absolument incroyable en France. Et donc, moi, j'aimais bien aller lire des bouquins, j'emportais des bouquins et tout, etc. Et en fait, ce qui se passait, c'est que j'avais deux passions, en fait. Et une de mes passions, c'était de perdre mon temps à jouer à des jeux vidéo. Alors, aujourd'hui, je dis perdre mon temps parce que quand je me rends compte le temps que j'ai passé à jouer à des jeux, c'est incroyable. Mais dans ces jeux vidéo, en fait, il y avait de la musique orchestrale, la musique assez incroyable parce que j'aimais bien les jeux vidéo un peu narratifs, comme les Final Fantasy, par exemple. Tous les jeux vidéo un peu... C'est des beaux jeux, ça. Ouais, les jeux vidéo japonais avec des personnages qui vivent des aventures. Et il y avait la musique de Nobuo Uematsu, que j'adore. Donc très orchestrale. Et donc ça m'a un peu nourri d'un point de vue de l'harmonie, je pense, et des mélodies. Donc j'aimais bien ça. Et mon rêve, c'était un peu de le reproduire, pourquoi pas, un peu un jour au piano, quoi. J'interromps quelques instants cet épisode pour te remercier personnellement pour ton soutien et ton écoute. Comme tu l'imagines, derrière ce podcast, il y a une équipe pour le produire, du temps et des moyens investis. Si tu veux nous rendre l'appareil, nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, tu peux simplement mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles et un avis sur la plateforme de podcast que tu utilises. Comme tu le sais, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes. Nous lisons tous les avis et ils comptent beaucoup pour nous. Je te remercie d'avance pour ton soutien. Allez, reprenons la suite de notre épisode. Bonne écoute. Dans la bibliothèque où j'allais un peu tout le temps, il y avait un piano.
un piano numérique, mais que personne utilisait. Parce que chez toi, tu n'avais pas de piano. Non, en fait, j'avais un petit piano, mais un peu pourri, quoi, que vos grands-pères m'avaient donné. Mais grand merci à lui. Mais si tu veux, ça me permettait pas forcément de progresser, quoi. C'était un piano pour tester, hein, pour tester un peu, quoi. Et d'ailleurs, je l'avais même pas forcément demandé, en fait. Il me l'avait donné en cadeau. Je m'y attendais vraiment pas du tout. Mais j'y jouais pas tant que ça. J'y jouais un petit peu comme ça pour rigoler, quoi. Et là, il y avait un vrai piano, quoi. Donc j'aimais bien un piano numérique, donc il y avait pas mal de choses à faire dessus. Et donc moi j'aimais bien y aller un peu de temps en temps, tester des trucs, tester des... Tu vois, je prenais des petits bouquins, quoi, méthodes, alors comment faire du piano, donc je regardais, quoi. Mais j'arrivais à faire pas grand-chose, quoi. J'étais au collège, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'ai rencontré une personne qui travaille à la médiathèque, et qui s'appelle Karim Alaf et qui fait de la guitare jazz. Et donc il m'a vu, il était un peu intéressé par moi parce que j'étais un peu le seul gars qui venait un peu tester le piano dans la médiathèque, quoi. Et il me dit putain, c'est cool, tu t'es intéressé par le piano et tout, t'essaies de faire des trucs tout seul, c'est sympa. Et il m'a dit tu connais le jazz, t'aimes bien un peu le jazz? Je dis ah non, je connais pas, j'ai jamais écouté ça. En plus, pour moi, le jazz, si tu veux, c'était un peu la musique que t'écoutais quand tu passes dans l'ascenseur, quoi. Ouais, Pas du tout l'idée je vois. du jazz que je me fais aujourd'hui. Je dis ouais, enfin, ouais, comme ça. Et donc, ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'il m'a dit attends, j'ai un truc pour toi. En fait, il m'a sélectionné les plus grands disques de jazz, parce que lui, ben, il s'y connaît, il est dans la médiathèque, quoi. Du Bill Evans, du Petrucciani, du Oscar Peterson, du Keith Jarrett, du George Benson, plein de trucs. Il m'a dit écoute ça, et tu reviens me voir, et tu me dis un peu ce que t'en as pensé, tu vois. Donc, moi, je rentre chez moi, je le mets sur mon Walkman, je dis bon, allez, j'écoute ça et tout. Et je me dis ouais, putain, mais c'est monstrueux, quoi. Et c'était encore plus monstrueux parce qu'en fait, il m'a expliqué que pendant les solos, ils improvisaient. C'est-à-dire, j'arrivais pas à y croire. Je me dis, attends, c'est parfait le truc, je comprends pas. Ils improvisent de la musique là? Ouais. J'y croyais pas, quoi. Et donc, je suis revenu le voir, je me dis, bah, moi, j'aimerais bien faire du jazz, quoi. J'aimerais bien improviser de la musique comme eux, c'est-à-dire faire des morceaux pratiquement parfaits, quoi, des solos parfaits, alors que pourtant, ils l'ont pas appris par cœur, quoi. Ils l'ont inventé sur le moment, quoi. Il m'a dit, bah écoute, si t'intéresse, tu viens me voir tous les mardis, tous les jeudis, quoi, de temps en temps, et puis je t'apprends un peu, je te montre des trucs, quoi. Je dis, ok, quoi. Donc, j'allais le voir de temps en temps. Et montrer des trucs. Donc, il a commencé par montrer les accords, en fait, tout simplement. Donc, les accords, il y a quoi comme accords? Ré mineur, do mineur, les septièmes et tout. Et il me disait, ben, comment faire un peu pour improviser, quoi. Ok. Donc, tu fais des phrases et tout. Alors, franchement, je comprenais rien. En plus, moi, j'avais pas de technique de piano. Et il m'a filé un programme qui s'appelle Transcribe, qui permettait, en fait, de ralentir les solos des mecs. Et en fait, ce qu'il m'a dit, écoute, c'est simple, apprends les solos par cœur, copie ce qu'ils font, quoi. Il m'a dit, bah, par exemple, là, bah, tu vois, là, ce Ré mineur, le mec, il fait comme ça, donc fais un peu comme lui, quoi. J'avais un solo de Kenny Barron sur Beautiful Love, je m'en souviens. Je bossais un peu du Bill Evans. Donc, je rentrais chez moi, je mettais au ralenti, pour entendre les notes, et puis je cherchais sur le piano. Parce que le problème, c'est que je savais pas lire la musique, en fait. Ah, donc, t'avais jamais fait de solfège et Ah tout? non, bah à ce moment-là, non seulement je savais pas la musique, mais en plus, pour moi, c'était vraiment charabia, quoi. Vraiment, je comprenais rien. Je me suis dit, bah non, si je peux improviser, je vais pas me faire chier à lire de la musique, quoi, tu vois. Et donc, je bossais en fait le truc comme ça. J'aimais bien, tu vois. Et en même temps, j'écoutais un peu de musique classique, tu vois, de temps en temps, les classiques, des trucs de Bach et tout, j'aimais bien. Et notamment, je me souviens d'une anecdote, un truc qui avait marqué. Donc, je regardais aussi pas mal de mangas, j'étais un peu manga, jeux vidéo. Et il y a un moment donné, dans la deuxième saison de Death Note, bon, voilà, pour les connaisseurs, hein, c'est ceux qui aiment bien Death Note, il y a un moment donné, en fait, où donc c'est le Kira, en fait, donc le mec qui tue les gens, quoi, sur les cahiers. Il parle, en fait, à un mec où lui a donné les mêmes pouvoirs, on va dire. Et ce mec-là, en fait, se rend compte, pour la première fois, il a, donc le vrai possesseur du Death Note, il l'a au téléphone, quoi. Et là, en fait, il y a une musique de Vivaldi qui part, tu vois. Et on a... Je me suis dit, putain, c'est monstrueux, c'est quoi ce truc, quoi. Et en fait, c'est la première fois que j'écoutais une fugue, en fait, tu vois. Une fugue un peu baroque. Et je me suis dit, mais putain, mais c'est monstrueux ce genre de musique, avec des marches, etc. La manière que l'instrument ont de communiquer, quoi. Donc je continue à faire le jazz, mais j'avais toujours cette idée en tête de me dire, ah là là, c'est monstrueux, tout ce Vivaldi, dommage que ça soit de la musique écrite. J'y reviendrai après. Ok. Mais parce que là, jusque-là, t'avais aucun a priori sur la musique classique, sur le solfège et tout ça. J'ai l'impression que t'arrivais vierge de tout. Et juste, tu avalais ces informations en mode avec beaucoup de curiosité. Ça, c'est ça. assez fort chez toi. Comment ça se fait? Parce que ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit quel est le moyen le plus rapide pour moi d'apprendre la musique et de me faire plaisir, quoi. Ok. Et en fait, j'avais compris que c'était en improvisant et en faisant du jazz, parce que si je faisais de la musique écrite et j'interprétais des morceaux, ben, ça allait me prendre beaucoup trop de temps parce que ben, quand tu apprends un morceau, et ça c'est un des problèmes que j'ai rencontrés au début quand j'essayais de faire un peu de piano, j'essayais un peu d'apprendre des morceaux et de les apprendre par cœur, quoi, tout simplement. Donc je Ouais, je c'est le répétais seul 40 moyen. 000 fois jusqu'à temps que je les connaissais par cœur. Une fois que je les connaissais par cœur, je les jouais 2-3 fois, et je me dis, bon, ben ça y est, maintenant je passe au prochain morceau, quoi.
Donc j'ai arrêté de jouer le morceau précédent, qui m'a demandé je sais pas combien de mois de travail, et je passais à l'autre morceau. Et finalement, en fait, l'autre morceau, je l'oubliais après. Ah bah, tu le répètes plus. Et en fait, j'arrivais à 6 mois, 7 mois, en fait, je connais aucun morceau. Parce qu'en fait, à chaque fois, je les oublie. Et tu vois, j'ai pas ce savoir cumulatif que m'apportait l'improvisation dans le jazz. Dans le jazz, à chaque fois que j'apprenais des nouvelles phrases, des nouvelles suites d'accords, des nouvelles façons en fait de jouer, eh bien ça me servait dans d'autres standards de jazz. Et donc, je me suis dit, mais en fait, là, à chaque fois que je joue, j'apprends des nouveaux trucs et j'ai pas besoin d'apprendre par cœur en plus. Parce qu'à chaque fois que je suis sur une grille, j'improvise. Donc finalement, il y a pas le côté où je dois interpréter des trucs, tu vois. Ouais, tu réutilises les outils, mais à plein de façons différentes. C'est ça. Et donc, j'avais compris que c'est en travaillant des solos, en les apprenant par cœur, que j'allais maîtriser un langage. Et que ce langage, ensuite, il allait me servir à pouvoir parler musique, quoi. C'est-à-dire jouer avec d'autres gens, improviser avec d'autres mecs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est ce gars-là, il a vu que je commençais un peu à progresser. Il m'a dit, tu sais quoi, c'est pas mal ce que tu fais, je t'emmène en club de jazz. Tu vas aller faire des jams. Donc, il m'emmène au Duc des Lombards, au bar, en baiser salé. Alors, laisse tomber. Moi, j'avais 17, 18 ans, donc j'arrivais, je peux jouer et tout, jouer un morceau. Bon, je sentais que c'était un peu de la merde, quoi. Mais bon, j'essayais, quoi, de jouer et tout, quoi. Mais j'aimais bien, quoi. Et on parlait de ça, je faisais mes études. J'avais plutôt des bonnes notes à l'école, donc mes parents, ils voulaient que je fasse un peu des grandes études, etc. Donc, après mon bac, j'ai fait une année, en fait, un peu d'école de commerce, où j'étais un peu en alternance. Et en fait, si tu veux, j'ai eu une révélation, quoi. Je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire ? Est-ce que j'ai vraiment envie de passer mon temps à faire des PowerPoint, faire des réunions est-ce que je pourrais pas tester un truc dans le piano, en vérité ? Je me suis dit, j'ai rien à perdre. C'était fort. C'était fort en moi, tu vois, parce que je me suis dit, mais c'est cool ce que j'ai réussi à faire jusqu'à maintenant, et est-ce que je pourrais pas aller plus loin quelque part ? Ouais. J'avais envie de me dire, c'est quoi mes capacités maximales ? Est-ce que j'utilise mon plein potentiel dans le piano, ou est-ce que c'est juste comme ça, quoi ? Donc en fait, j'ai dit à mes parents, écoutez, je vais tester, quoi, de faire que du piano. Alors à ce moment-là, je savais même pas lire la musique, donc mes parents ils se disent, mais t'es sérieux ? Enfin, pourquoi tu fais ça ? T'as des bonnes notes, t'es dans une bonne école. Pourquoi tu fais ça ? Tes parents étaient musiciens ? Alors non, mes parents justement, ils connaissaient pas du tout la musique. Et en plus, bon, ils savaient que je faisais un peu de piano, mais je pense que des fois je leur cassais un peu les oreilles parce que je jouais un peu tout le temps le soir, quoi. Et surtout, ils se disaient, mais c'est dommage, t'as des capacités à l'école et tu les utilises pas pour plutôt faire du piano dans un truc incertain. T'as commencé tard, t'as pas eu trop de profs, tu vas dans des jams à Paris, enfin, tu vas aller où là-dessus ? Donc je leur ai dit, écoutez, bon, vous me laissez 2 ans, et si j'arrive à gagner ma vie avec la musique, si j'arrive à passer des concours, vous me laissez faire. Vous me laissez faire, je pense, quoi. Donc c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. J'ai arrêté l'école et j'ai passé des concours pour entrer au CMDL, en fait. Enfin, avant le CMDL, en fait, j'étais au conservatoire de Noisiel, et en fait, il y avait un partenariat, en fait, entre les deux, qui permettait à la fois d'aller au CMDL et au conservatoire de Noisiel. Différent. Alors là-bas, donc je suis rentré, j'ai passé les concours. Ouais. En fait, c'est un concours en candidat libre pour aller jouer des standards et des trucs comme ça. Mais ça, c'est pro. Enfin, En fait, c'est un conservatoire. C'est un conservatoire. Et en fait, je suis allé à Noisiel parce qu'il y avait une très bonne formation, il y a des très bons professeurs. Okay. Donc, je me suis dit, oui, c'est une audition, en fait. Voilà. C'est une audition. Okay. Tu rentres, par exemple, en 3e cycle ou en DEM. Donc, moi, je suis rentré, j'ai passé le concours, j'ai eu des standards et tout, j'avais l'habitude de faire ça. Et en fait, je suis rentré en DEM directement en piano parce qu'en fait, j'avais l'habitude de jouer en jam, je joue beaucoup. Donc, ils m'ont mis en DEM, qui est un peu le dernier niveau, on va dire, avant de passer à la suite. Sauf qu'en formation musicale, ils m'ont mis niveau 0, quoi. Genre, ils m'ont dit, solfège, j'étais nul. D'ailleurs, je suis arrivé, on m'a dit, OK, il faut chanter des standards sans l'avoir jamais entendu avant. Je dis, attends, c'est quoi ce truc ? Je peux pas chanter une partition alors que je l'ai jamais vu, quoi. C'est quoi ce truc ? Je connais même pas comment ça sonne. On m'a fait lire des trucs, incapable de lire, quoi. Et en fait, j'ai rencontré un pianiste qui s'appelle Franck Prévost, qui était au conservatoire, et il m'a dit, écoute, tu peux pas continuer à faire de la musique sérieusement, si tu sais pas lire du tout. Donc, si tu veux être vraiment pro, il faut que tu apprennes un peu à lire, quoi. Je dis, ouais, mais je fais comment, moi ? Je n'ai même pas fait de piano classique, quoi. Il m'a dit, tu vas prendre des cours d'écriture. Donc, écrire de la musique à la manière des compositeurs, etc. Il m'a dit, comme ça, tu vas apprendre à lire la musique, déjà. Et puis aussi, tu vas apprendre un peu les accords et tout. Donc, j'ai pris des cours d'écriture avec Raphaël Picassos, qui est un super prof d'écriture, qui fait tout en plus par le chant. Enfin, c'est incroyable. Et j'ai pris aussi des cours de déchiffrage avec Olivier Doria, qui est aussi un pianiste, un lecteur incroyable. Hein. Tu lui mets une partition d'orchestre, il te joue ça, monstrueux, c'était incroyable. Et en fait, j'ai appris à lire la musique, mais avec des méthodes super intéressantes, qui ne sont pas basées sur les méthodes des fois qu'on a dans les conservatoires, c'est-à-dire lire des notes. En fait, il m'a expliqué qu'on pouvait lire la musique juste avec les intervalles. Ah ouais. Et que quelque part, si tu veux, les pianistes qui déchiffrent le plus vite, en fait, ils lisent pas les notes, ils lisent les intervalles, ils lisent le dessin. Ils disent pas une note, ok. Ils sont pas en train de se dire, ok, alors là c'est la, ré, si, machin, etc. Non. En fait, ils voient des dessins, en fait, ils voient des intervalles, par exemple une tierce, une seconde, et ça leur permet de jouer beaucoup plus rapidement que s'ils étaient en train de lire toutes les notes. Ça permet de transposer aussi, ça permet de lire dans d'autres clés.
Ah, si j'avais su ça pour mes cours de déchiffrage, ça m'aurait aidé. Hein. Bah ouais, ça t'aurait aidé. Ouais. Et nous, on a appris en fait à déchiffrer en plus en utilisant les chorales de Bach. Ouais. Donc moi, je déchiffrais un peu Enfin, au début, je déchiffrais le pédalier. Et lui, il jouait la partie clavier. Et au début, j'apprenais comme ça à lire. Et il m'a dit, en fait, si tu sais très bien lire les chorales de Bach, en fait, c'est comme si tu savais tout déchiffrer. Parce qu'il y a une écriture très verticale, tu vois. Donc ça permet de voir très rapidement la construction des accords. Et en même temps, c'est simple parce que tout est pratiquement en homorythmie. Même s'il y a des notes de passage, etc. Et si tu sais très bien lire ça, en fait, tu peux un peu tout lire. Donc je me suis entraîné, j'ai lu les chorales de Bach. Il y en a 365, je crois, à peu près. Je les ai lus 40 000 fois, quoi. Tous les chorales, je les lisais tous les jours. Je faisais 3 heures par jour de lecture, quoi. Du coup, donc tu es niveau 0 en lecture. Après, pour pouvoir continuer ton parcours, combien de temps ça t'a pris vraiment de maîtriser la lecture? Bah, je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que tu n'as pas besoin de savoir lire t'as pas besoin de savoir lire des études de Chopin à vue, en fait. Ouais. 90% de la musique, on va dire, c'est de la musique qui peut être jouée et lue en même temps. C'est ça, en fait, on se rend pas compte. C'est que la lecture, on ne demande pas de lire tout, clé du 3, etc. Non, ce qu'on demande, c'est comment rendre compte, dans un minimum de temps, du morceau. Donc, s'il y a des fausses notes, c'est pas très grave. L'important, surtout, c'est la mélodie et la basse, l'harmonie, quoi. Ouais. Moi, mon prof, d'ailleurs, il me disait toujours ça. Il me disait, OK, tu auras d'autres trucs de la mélodie, garde le truc, t'arrêtes jamais, et on entend les harmonies derrière. Donc, en fait, si tu arrives à bien sélectionner ce qui est le plus important dans la partition, bien c'est bon, tu sais très bien lire, tu vois. On va pas se prendre la tête. L'important, c'est qu'on reconnaît le morceau. Et moi, je pensais que pour savoir bien lire, il fallait jouer exactement toutes les notes qui sont écrites. C'est pas du tout ça. Exactement ça que je faisais. Ah oui, donc toi, quand on te disait Quand de lire un truc... j'essayais de lire, c'était ça, quoi. Ouais. Je me rappelle des trucs de... C'est terrible, là, des examens de lecture que j'avais Ouais. à l'autre école, mais c'était la panique pour moi, parce Et que je devais tout lire. Et j'avais jamais eu accès à ces techniques. Et t'avais pas des examens où tu devais jouer des morceaux de déchiffrage, par Alors, exemple? C'était pas arrivé il y avait comme des ça pièces où je devais déchiffrer, on avait genre 15 minutes, ou alors c'était directement sur le vif, tu vois, Mhm. déchiffrage comme ça. Et je paniquais parce que je j'avais jamais apprécié lire et j'ai jamais appris vraiment à lire. C'était juste, lis les notes, toi, lis toutes les notes le plus vite possible. Et du coup, ça donnait rien et je m'arrêtais et j'avais pas cette vision harmonique dans la lecture. Alors que D'accord, ok. je connaissais les accords et ça, tu vois. Mhm. Donc, hyper intéressant cette approche-là que tu as eue. C'est chouette que tu aies eu. Oui, parce qu'en fait, le fait de technique comme ça. marier la pratique de l'écriture, donc on apprend à écrire de la musique, on apprend les styles aussi, comment ils écrivent de la musique, et en même temps l'approche en fait de lire des chorales de Bach et l'approche de la lecture graphique. En fait, moi, ça m'a changé ma vie dans la lecture. Et en fait, ce qui est bien, c'est que quand tu sais très bien lire, ça te permet de pas forcément apprendre des morceaux par cœur, mais de jouer tout à vue, tu vois. Ouais. Et donc, j'arrivais à allier la capacité à improviser et en même temps le fait de lire de la musique. Et là, en fait, tu comprends en fait toute la liberté que ça te procure. Parce qu'encore une fois, j'insiste vraiment sur ce truc-là, mais il n'y a jamais eu un sentiment plus frustrant que celui-ci. C'est-à-dire, tu apprends un morceau par cœur, tu vois, tu mets je sais pas combien de temps. En plus, vu que tu sais pas lire à vue, tu dois l'apprendre petit à petit, en fait, avec la partition, parce que tu lis pas en même temps. Donc, tu dois l'apprendre. Après, une fois que tu l'as appris, tu dois le répéter plein de fois. Ouais. Et après, une fois que tu le sais, qu'est-ce qui se passe? Il faut l'entretenir, le morceau. Tu vas entretenir. Ouais, Et si tu l'entretiens pas, tu l'oublies. Et donc, après, tu sais plus rien jouer. Donc, tu te retrouves avec des gens, des gens que je connaissais, qui ont fait du piano classique. Quand j'ai commencé le piano, monstrueux, les gars. Ils jouaient des trucs de ouf et tout. Et moi, je les revois 5 ans après, quand moi, je fais du jazz et je fais de l'écriture. Si ils n'ont pas travaillé leur morceau, ou s'ils n'ont pas la partition, en fait, ils peuvent pas jouer du piano. Donc, les gars, ils font 12 ans de piano, 15 ans de piano, etc. On est en soirée, on leur dit tu nous jouerais pas un truc là? Il dit non, je peux pas, j'ai pas ma partition. Ou alors, je l'ai un peu, mais c'est pas nickel, quoi. En fait, ils ont que la balade de Chopin dans les doigts. S'ils l'ont pas travaillé, ils peuvent pas la jouer. Et je me dis, mais comment est-ce qu'on peut faire autant d'années de piano sans savoir jouer de son instrument, mais sans connaître aucun morceau du répertoire, quoi? Quel plaisir de rentrer chez soi, de se dire, je connais aucun morceau du répertoire, mais juste, je joue du piano, quoi, tout simplement. Je joue du piano, je me fais plaisir. En fait, ils n'ont pas cette capacité-là à pouvoir jouer de la musique. Quand je dis jouer de la musique, c'est des très bons interprètes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ne peuvent pas jouer de musique s'ils n'ont pas un texte ou un répertoire dans la tête. Donc, en fait, ils sont totalement dépendants du répertoire, quoi. Ouais, ça me fait penser à une vidéo que j'ai faite dernièrement sur la chaîne là-dessus. Je te raconterai après un peu ce qu'on fait avec nos élèves, mais c'est clairement ça. Enfin, tu prêches à convaincu. Moi, c'est pour ça que je me suis tourné vers l'impro et que j'ai compensé mon manque de lecture par l'oreille et par chercher juste à l'oreille. Mais c'est vrai que ouais, c'est fou que tu partages même à un niveau professionnel. En fait, c'est la même chose que ce que moi je vois avec nos élèves, quoi, qui font des années de cours et que bien sûr, ils sont muets, quoi, devant leur piano et ça les rend tristes en fait. Non seulement ça les rend tristes, mais en plus ils se disent que finalement il y a une seule manière d'apprendre la musique en fait, finalement, et c'est en apprenant des morceaux.
Voilà. Et que pour improviser, en fait, c'est une sorte de don, c'est un truc de génie. Mais en fait, moi, dans mes études, qu'est-ce que je me suis rendu compte finalement? Parce qu'une fois que j'ai fini le jazz, après, j'ai commencé un peu à tourner, je jouais dans mon club, je gagnais plutôt bien ma vie, c'était cool, je donnais des cours, etc. Donc voilà, c'était sympa, tu vois. En fait, je me suis rendu compte d'un truc, tu vois, en donnant des cours en fait aux élèves, c'est que même à des enfants, hein, et à des adultes, hein, que la manière en fait la plus rapide finalement de se faire plaisir au piano et d'apprendre la musique, et en fait c'était par l'improvisation en fait tout simplement. Parce que quand tu commences par l'improvisation, c'est-à-dire tu apprends les accords, tu vois, et à les enchaîner entre eux et et en fait à jouer directement, et en fait ça éveille la curiosité. Et en plus, ça motive à aller de plus en plus loin, tu vois. C'est Et marrant que donc, tu ce qui dis se ça. passait, c'est que moi, bah, je leur apprenais comme ça un peu à jouer des accords et tout, jouer des grilles d'accords, etc. Et ensuite, ben, ils faisaient des trucs absolument géniaux. Et seulement après, ils avaient envie après de se dire, ah mais attends, j'aimerais bien jouer celle la sonate de Mozart, j'aimerais bien jouer, je sais pas quoi, tu vois. Et ça, c'était super intéressant. Et c'est en faisant ce travail-là que je me suis dit, est-ce que c'est aussi possible d'improviser dans la musique classique? Parce que tu vois, même si j'ai fait du jazz, quoi, Ah oui. dans ma tête, je me suis toujours dit, quand même, j'adore la musique classique quand même. Et je savais très bien que chez Bill Evans, que chez Kejaret, Mhm. chez Corea, en fait, c'est Ouais. des mecs qui connaissaient très bien la musique classique. Notamment Kejaret, enfin, pour moi, c'est un dieu, quoi. Il est incroyable. Et je me souviendrai toujours de ce jour-là. J'écoutais en fait beaucoup de morceaux de Kejaret en jazz. Mais en fait, un jour, j'ai rencontré un pianiste de jazz incroyable qui s'appelle Serge Forté. Et en fait, il m'a dit, mais tu sais, Kejaret, il fait pas que du jazz en trio. Hein. Je dis, ah bon, mais il fait quoi d'autre? Il m'a montré les Sunberg concerts, les Paris concerts, en fait, c'est tous les concerts qu'il fait solo. Donc le gars, pendant 1 heure et demie, il joue, il improvise. Il n'y a pas de grille d'accords, il n'y a rien. Et moi, je me suis dit, attends, mais en jazz, même si on improvise, on a des accords, on suit Mhm. les accords quand même. Tu vois? Ouais. Là, rien. Feuille blanche. Pendant 1 heure et demie, il joue. Et en plus, il n'y a rien qui se ressemble et tout. Enfin, incroyable, des vrais morceaux. Et donc, j'écoute le Paris Concert. Tu vois? Les 5 premières minutes, qu'est-ce qu'il fait que j'arrête? Un truc, on dirait du Bach, quoi. Ah ouais. Et j'écoute ça et je me dis, attends, quoi? On peut improviser à la manière de Bach? J'y croyais pas. En plus, il est pianiste classique. Ouais. Enfin, il est pianiste de jazz, pardon, je voulais dire. Enfin, il fait les deux, hein, mais il est surtout pianiste de Il est jazz au connu départ, pour ça, ouais. improvisateur en fait. Je me suis dit, attends, en fait, la musique classique, en fait, ça s'improvise encore, quoi. On peut improviser Bach, etc. Et j'y croyais pas. Ah, c'est vrai qu'à l'époque, ils faisaient ça, quoi. Mais Oui. ça s'est totalement perdu. Enfin, en tout cas, Mm. on en voit presque jamais. Et tu vois, à la limite, je me suis dit, bon, il improvise un peu, ça fait genre Bach. Mais là, en fait, quand je l'entendais, je me suis dit, c'est une sorte de réincarnation, quoi. Et en fait, ça m'a donné envie de me dire, mais moi, j'ai pas envie d'être que pianiste de jazz, en fait. Moi, ce que j'aimerais être, c'est un pianiste improvisateur. Être capable aussi bien d'improviser du jazz, de la salsa, du boogie-woogie, de la musique classique, etc. Et donc, je me suis dit, en fait, je pense que je vais essayer de comprendre toute la musique qui m'est étrangère, de Debussy, de Ravel. Et en fait, j'ai envie de m'imprégner de ça et de savoir l'improviser. Et en fait, c'est quoi l'avantage de ça? C'est que je vais plus dépendre de leurs œuvres pour pouvoir jouer comme eux. En fait, je vais me mettre au piano et je vais pouvoir jouer du Ravel ou du Debussy, Ah ouais. même si je connais pas leurs morceaux par cœur, tu vois. Mais juste, je connais un peu leur manière de faire. Et donc, en fait, je vais copier un peu ce qu'ils font. Et non seulement je vais pouvoir faire, si tu veux, du Ravel, mais un peu à ma manière, mais en plus de ça, eh bien, ça me permet d'accéder à un répertoire magnifique sans forcément avoir les contraintes de passer par l'interprétation. Et donc, je me suis dit, allez, je vais tenter un truc fou. Je vais essayer de passer les concours pour entrer au Conservatoire de Paris. Tu vois. Ah oui, putain. Et là, Comment ça se passe du coup? Parce Ouais. que tu dis, enfin moi je me dis des concours là, enfin moi, le concours que j'ai fait pour rentrer à Genève, c'était déjà chaud, mais c'était pas pour être instrumentiste, toi. Mm. C'était un peu différent. Tandis que là, je dis, c'est quoi un concours pour entrer au Conservatoire de Paris? En plus dans la classe de Zigel, c'est assez, je sais pas si vous voyez que c'est Zigel, mais on le voit partout à la télé, quoi. On le voit partout à la télé, il fait des émissions, c'est un des plus grands improvisateurs conférenciers en France. Mm. C'est quoi un concours d'entrée pour ça? Tu vois, c'est drôle que tu dis ça parce qu'au départ, je me suis dit, bon, je vais apprendre à improviser dans les styles, quoi. Donc, je mets sur Internet, comment improviser le style de Bach? Zéro truc. Tu vois. Alors, par contre, si tu veux Alors, j'ai déjà faire essayé, du mais jazz, tu vois, y a pas. si tu veux faire du jazz, là, il y a tout le monde est là, alors je te montre des accords, des trucs, machin. Je dis, ok, bon, alors, improviser dans le style de Chopin. Il n'y a rien. Je dis, attends, il n'y a pas les infos? Ils sont où les infos? Comment faire, quoi? Ouais. Alors, ensuite, je me suis dit, il doit pas y avoir des conservatoires où on nous apprend à improviser un peu, tu vois, des petites sonates, des courtes pièces, quoi. T'as trouvé? Zéro. Donc, si tu veux, personne n'improvise, quoi. Je me suis dit, mais qui improvise, quoi? Et je savais que Zigel, lui, il improvisait. J'avais vu ses émissions, mais je le trouve en plus absolument incroyable. Je me suis dit, putain, ça serait incroyable si j'arrive à ce que cette personne, elle m'apprenne l'improvisation à la manière d'eux, quoi. Donc, avoir accès à son génie. Donc, ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, ok, je vais essayer de rentrer en improvisation classique. Donc, j'ai contacté des gens qui étaient dans la classe. Je leur ai dit, prépare-moi, je vais rentrer dans les concours et tout.
J'ai aussi un ami qui s'appelle Sinan, quelqu'un vraiment d'incroyable, qui m'a aussi préparé pour rentrer en écriture. Parce qu'en fait, je me suis dit, bah, quitte à rentrer en improvisation classique, autant faire les deux. Je rentre en écriture, comme ça, je sais aussi bien écrire à la manière des grands compositeurs et aussi improviser. Je me suis dit, d'une paire de coups, C'est complet comme ça. je vais être rodé et tout, et ça va être cool, et ça va m'aider aussi pour le jazz aussi, tu vois. Ouais. Donc, je fais rencontre de Camille Taver, qui est un super pianiste improvisateur, qui était un ancien élève de Sigel. Et il m'explique, alors le concours, va falloir que tu te prépares, parce que c'est pas évident du tout. Ah ouais. Alors, je t'explique le concours d'improvisation, comment ça se passe Ouais, pour vas-y. rentrer dans la classe de Jean-François Sigel. Alors déjà, premièrement, il y a une épreuve d'interprétation. Donc, il faut jouer un prélude de Debussy et un prélude de Bach, prélude des fugues de Bach. Alors déjà, moi, je me dis, je transpire parce que j'ai jamais joué de pièce de piano classique, tu vois. Ah J'en ouais. ai joué comme ça, mais j'ai jamais fait de cours de piano classique, quoi. T'avais quel âge là? Là, bah, j'avais 23 ans, 22 ans à peu près. Voilà. 22 ans, Ouais. ok. Donc, T'avais appris à lire il y a 2 ans, quoi. Je lisais 3 la ans. musique, ouais, ça faisait 2 ans, mais tu vois, j'étais à l'aise franchement dans la Ouais, lecture. ouais, Maintenant, t'avais c'était beaucoup cool, bossé. je me faisais plaisir, quoi. Mais surtout, je me suis dit, mais attends, je vais devoir bosser des pièces, les interpréter, quoi. Ouais. Et ensuite, donc ça, c'est la première partie qui est éliminatoire. Et puis après, dans la deuxième partie, tu dois harmoniser un thème, un chant donné. Donc par exemple, il y a un thème, je sais pas, musique populaire, un truc comme ça. Et tu dois proposer des différentes harmonisations et différents arrangements au piano. Hmm. J'avais jamais fait ça. Moi, jusqu'à maintenant, on improvise sur des grilles d'accords. Mais là, j'avais que la mélodie et j'avais pas les harmonies. Donc c'était l'inverse. Ah, chaud. Donc challenge. Et dernier challenge, on nous donne 2 motifs un peu atonales, tu vois. Ouais. Et on nous dit, bah, faut improviser 2 pièces dessus de 10 minutes, quoi. Enfin, 6 minutes, quoi. Donc en gros, faut improviser une pièce de A à Z. Et ça, pour moi, c'est une forme d'improvisation les plus obscures, en tout cas pour moi, à l'époque. Parce que je me suis dit, mais moi, j'ai toujours improvisé avec des cadres. C'est-à-dire, soit j'ai une grille d'accords, soit j'ai, je sais pas, je joue avec un groupe et tout. Mais là, en fait, t'as improvisé une pièce du début à la fin, tu vois. Je me suis dit, waouh, comment on va faire? Donc, on a travaillé ensemble, ils m'ont montré des techniques, etc. Et en fait, les techniques qu'ils montraient, bah, c'était les techniques que les compositeurs utilisaient. Les techniques de développement, les techniques d'harmonisation. Donc, un thème, tu le prends, tu peux le mettre en mineur, etc. Des techniques aussi d'arrangement de piano, des textures de piano. Le thème, tu peux le mettre au ténor. Tu peux le mettre en haut, tu peux le mettre en augmentation, c'est-à-dire le même thème mais plus lent, Ouais. etc. Donc, toutes ces techniques-là, il me les a montrées. Et j'ai passé le concours. Et bon, j'ai réussi. Bien Mais joué. il y a un truc où j'ai galéré, c'était sur l'interprétation, quoi. Tu vois, d'ailleurs, je me suis fait Ah beaucoup ouais. critiquer comme ça. C'est D'ailleurs, vrai. je me souviens qu'un des jurys, quand j'avais joué le prix des Fugues de Bach, il est venu me voir, il m'a dit c'est marrant, vous jouez du Bach comme dans les années 50. C'est-à-dire, je jouais en mode dégâts, tu vois, genre très un peu sec, quoi, on va dire. Ok. Parce que moi, si tu veux, l'interprétation, je m'y connaissais pas du tout, donc j'ai essayé de faire comme je pouvais. Et par contre, ça m'a énormément aidé de savoir improviser, en fait. Ah ouais. Parce qu'en fait, tu apprends un morceau beaucoup plus vite lorsque tu comprends les harmonies, tu vois ce qui se passe dedans, tu vois. Oui, je le répète tout le temps. Non, mais voilà, en fait, quand tu sais improviser, quand tu Ouais. comprends l'harmonie, tu comprends les accords, et en fait, ça te permet de monter des morceaux beaucoup plus rapidement. Tu comprends ce que tu fais, et en plus, tu les retiens beaucoup plus longtemps aussi. Oui, oui. Moi, oui. je pense qu'aujourd'hui, je peux encore les Ouais, refaire. mais c'est ce truc que tu peux les recréer, quoi, comme tu disais avant. Quand tu improvises, Oui. en fait, même si tu sais plus exactement, tu le recrées. Oui, parce qu'en fait, tu as la structure harmonique dans la Ouais. tête. Ouais. Donc, en fait, une fois que tu vois un peu comment il fait le morceau, tu peux le rejouer. Et peu importe, et c'est ça. Ou la structure. Moi, des fois, il me reste que la mélodie, et du coup, je peux recréer le C'est reste, et retrouver le reste à partir des bribes qui nous fait. Absolument. Et ouais, même si c'est pas la bonne tonalité, en fait, on peut le rejouer de cette manière-là, C'est sans ça. dire attends, c'est déjà quoi cette note après celle-ci. Mm. Et du coup, ok, maintenant tu es dans la classe de Zigel, ça fait un moment, hein, du coup. Ouais, ça fait 3 ans. maintenant 3 ans. Ok, depuis 3 ans. Comment ça se passe un cours avec Monsieur Zigel, quoi. Ouais, j'étais Moi, je le vois juste tout le temps aux au- côtés de ouais. Manouki, en fait. Souvent, ils sont les deux, Ouais, c'est vrai. ils ont fait des spectacles ensemble et tout. Ouais, comment ça se passe? Justement, moi, j'étais super nerveux et je me disais, mais comment ça va se passer et tout, quoi. Alors, il faut savoir une chose, c'est que Jean-François Sigel, c'est déjà un personnage absolument incroyable. Il a une connaissance de la musique que j'ai jamais vue avant. Encyclopédique, ouais, Non, mais j'adore ton émission. C'est c'était incroyable. c'est un modèle de discipline, de travail. Ok. Et franchement, ça m'inspire, mais c'est incroyable en fait. Dans ma vie, comment ça m'inspire, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai toujours envie de creuser encore plus. Lui, dès qu'il y a un sujet qui l'intéresse, il creuse. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important parce que même quand aujourd'hui, on parle de musique avec des gens ou qu'on donne des cours ou quoi que ce soit, les gens ils restent toujours en surface, tu vois. Ils posent pas de questions, genre pourquoi le mineur ça se passe comme ça, pourquoi Bach il fait ça, pourquoi, etc. Lui, il nous pousse, mais à aller creuser tout le temps Excellent. le répertoire. Donc on parle de répertoire, Mhm. on doit connaître le répertoire. Donc en fait, Jean-François, en fait, il nous encourage à déchiffrer de la musique tout le temps, à apprendre des morceaux, etc. Et ensuite, on va parler d'improvisation, parce qu'on est là pour ça. Donc il y a vraiment, je dirais, 3 étapes. Tous les ans, en fait, on travaille des styles.
Ok. Donc, on prend des styles, par exemple Ravel, Deux compositeurs. Donc, voilà. il y a un compositeur. Il y a un compositeur, même un style, par exemple, on travaille aussi de la musique répétitive, tu vois, genre du Steve Reich, des choses comme ça. Et, ou, je sais pas, du Britten, T'as fait quoi etc. comme style un peu jusqu'à maintenant? Bah, jusqu'à maintenant, on a Les fait grands pas mal de styles que t'as trucs. fait. On a fait pas mal de trucs. On a fait la musique répétitive, donc on a fait un peu du Steve Reich, du John Adams, etc. Donc ça, Ok. on a travaillé ça. On a travaillé aussi le dernier Fauré. Alors ça, c'est super intéressant. En Fauré, il y a plusieurs périodes chez lui. Le dernier Fauré, c'est un style harmonique magique. Je vous encourage à écouter l'Horizon chimérique, les cycles de mélodie. Donc, vous écoutez la dernière nocturne, par exemple, les dernières barcaroles, incroyable. Donc on a travaillé le dernier Fauré. On a fait Bach aussi. Donc chez Bach, c'est absolument incroyable. Il y a des œuvres chez Bach qui sont absolument insoupçonnées. Ah ouais. Et moi, tu vois, qui fait du jazz, en fait, il y a des choses que je me dis, mais attends, ça, je l'ai vu dans je sais plus qui, quel accord de Oscar Peterson. Pourquoi il est là, l'accord il y a 300 ans avant, tu vois. Donc, on a découvert des choses incroyables harmoniquement. En ce moment, on fait Ravel, on a fait du Shostakovich. Et aussi, on travaille pas que les compositeurs, mais on travaille des formes aussi. Par exemple, on travaille la variation, on travaille la forme sonate, par exemple. On va aussi travailler plein de choses. En fait, le but, c'est d'augmenter notre vocabulaire. Et c'est ça qui est intéressant dans la pratique de l'improvisation. Improviser, on pourrait dire, bah, c'est à partir d'un rien, tu viens et tu joues des trucs. Ouais, c'est quoi ta définition, toi, d'improviser? C'est Mm. intéressant d'avoir quelqu'un comme toi qui nous passe sa définition. Bah, justement, avec Jean-François, j'ai vraiment compris, en fait, comment on improvise, en fait. Ça veut dire quoi, improviser? Pour moi, improviser, c'est faire des choix. C'est-à-dire que Ouais. tu as des possibilités qui s'offrent à toi. Et ces possibilités-là, tu vas les apprendre. Par exemple, tiens, sur cet accord, j'ai le droit de faire ça. Je peux faire comme ça, je peux faire comme ça, comme ça, comme ça. Quand tu dis comme ça, pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas forcément tous, c'est quoi qui régit tes choix, enfin qui détermine ces choix? Bah, je peux te donner un exemple. Si tu as des suites d'accords, par exemple, à partir d'un accord de départ, par exemple do majeur, bah, tu peux aller dans plusieurs directions. Ouais. D'accord? Donc ça, c'est une improvisation, on va dire, harmonique. Donc tu vas apprendre chez les grands compositeurs, bah, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire Ouais. en fait après ça? Donc tu vas aller regarder des possibilités qui existent. Et ces possibilités-là, en fait, tu vas les apprendre, tu vas les travailler. Ensuite, deuxième chose, tu vas apprendre bah, comment ensuite je peux exprimer cette possibilité-là. C'est-à-dire quel genre de texture de piano, comment je peux le faire. Je fais un accord plaqué, je fais un arpège, comment je peux faire. Ensuite, tu vas apprendre autre chose, c'est-à-dire bah, comment je vais le mettre en forme. Est-ce que je vais faire une forme ABA, je vais faire une forme sonate, je vais faire une variation, comment je vais faire, tu vois. Et donc en fait, tu vas apprendre des possibilités et ensuite, quand tu vas jouer, tu vas apprendre à faire à chaque fois le meilleur choix qui s'offre à toi, si tu veux. Ouais. Ok. Et en fait, moi, je vois vraiment l'improvisation comme ça. C'est-à-dire, l'improvisation, c'est un peu sous forme de bloc. C'est-à-dire, il y a des chemins qui s'ouvrent à toi. Et ces chemins-là, on va dire, tu les connais plus ou moins par cœur. Mais l'improvisation, ça se fait dans le choix que tu prends, en fait, à chaque fois. Et donc, c'est des prises de décision hyper rapides. Et en fait, le but, c'est qu'à chaque fois que tu prends une décision, eh bien, ça soit la meilleure musicalement et celle que tu as envie d'exprimer aux autres. Et c'est exactement comme ça aussi, je trouve, dans les solos de jazz. Tu vois, tu apprends un langage. Il y a un langage, il y a des codes, il y a une grammaire à apprendre. Donc toi, tu vas aller chercher, je sais pas, au début, tu vas te dire, bon, tu vas apprendre des langages basiques. Quelles sont les toilettes, il est où le restaurant le plus proche, etc. Et en fait, petit à petit, tu vas développer ton éloquence, c'est-à-dire la capacité, en fait, à persuader des gens, à leur faire générer des émotions, ouais. en fait. Et pour générer ces émotions, tu vas aller voir chez les grands maîtres, les grands compositeurs, les grands improvisateurs, tu vas regarder comment ils font pour générer un effet chez quelqu'un d'autre. Donc tu vas étudier, tu vas puiser l'information, et ensuite tu vas l'utiliser pour toi dans ton propre langage, ton propre vocabulaire. Donc finalement, je pense que quelqu'un qui improvise très bien, être un grand improvisateur, c'est un peu comme un grand poète, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de parler aux gens et de leur faire ressentir des choses, de leur raconter des histoires, tu vois, mais sans interpréter un texte. Parce qu'en fait, la différence avec l'interprétation, c'est ça. L'interprétation, c'est que, c'est mon avis, et avec tous les grands pianistes avec lesquels j'ai discuté, notamment au Conservatoire de Paris, je fais des rencontres incroyables, des pianistes, mais je pense qu'il y a les meilleurs pianistes du monde dans ce conservatoire. Et bien, eux, leur objectif, c'est de se dire, je vais essayer de rendre compte la pensée du compositeur, mais aussi en ajoutant quelque chose de personnel aussi, ma patte. Mais ils rendent compte de quelque chose. C'est comme, si tu veux, il y a un théâtre, on va dire, il y a une pièce de théâtre, et ils vont essayer de rendre compte du texte. Alors que l'improvisateur, lui, c'est l'inverse. Lui, l'improvisateur, ce qu'il fait, c'est qu'il se dit, je vais te montrer ce que j'ai en moi, ce que j'ai appris, tout en s'intéressant à ce qui s'est fait avant, au passé. Et en fait, je vais te proposer quelque chose, je vais essayer de convaincre de quelque chose, je vais te proposer quelque chose, tu vois. D'unique à chaque fois. Voilà. Et donc moi, c'est comme ça que je vois l'improvisation, c'est que tu vas aller puiser dans ce qu'il y a de grand, de tout ce qui s'est fait de grand, de beau et de magnifique. Tu vas aller l'utiliser, enfin, tu vas aller le cueillir, quoi, l'apprendre, etc.
Et ensuite, c'est pour ça qu'il faut beaucoup de culture aussi pour proposer une improvisation Ah oui. incroyable, parce que plus tu as de culture, et plus tu t'exprimes mieux, on va dire. Oui, puis tu peux être fin, quoi. Voilà. Quand je dis culture, je veux dire c'est son vocabulaire en fait. Ouais, Plus tout à tu as, fait. Mhm. plus tu as des formules, des choses pour Ouais. exprimer au mieux ce que tu entends, et plus en fait tu vas arriver à convaincre les gens. Donc Ah, c'est une ça, je suis d'accord capacité avec à toi. faire des choix pour moi l'improvisation. Mais c'est super intéressant parce que moi, je compare souvent ça au langage pour faire comprendre aux gens. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent, qui ne connaissent pas l'improvisation, qui disent oui, mais en fait, improviser, je dois inventer quelque chose. Et par invention, souvent, c'est comme s'ils disaient, bah, en fait, quand je parle, je dois inventer des mots. Ouais, c'est Mais, intéressant cette image. mais, Ouais. mais non, en fait, je dis non, les mots existent. Euh, Tu vas les arranger différemment, dans un ordre précis, et plus tu as de vocabulaire, comme tu as dit, plus tu peux être fin pour exprimer tes émotions ou exprimer un sentiment avec précision. Et en fonction de ton niveau, en fait, tu peux faire des phrases plus ou moins longues, plus ou moins complexes, avec plus ou moins de compléments, etc. Mais les mots existent. Et peut-être que, je sais pas si tu es OK, mais là, si je pousse la comparaison, je me dis, les compositeurs, lorsqu'ils ont amené un nouvel élément, bah, c'est comme s'ils n'avaient pas trouvé de mots pour exprimer leurs idées, et ils ont dû, à ce moment-là, créer un nouveau mot presque, comme quand on fait un anglicisme ou comme ça. Mm. Et c'est là qu'il y a eu des grands changements, peut-être dans l'histoire de la musique. Mais la plupart du temps, bah, en fait, ils utilisent tous les mêmes mots, sauf ils les mettent de plein de possibilités différentes. C'est super intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser à une conférence de Bernstein, tu vois, Ouais. qui s'appelle La question sans réponse. J'ai encore absolument regardé cette conférence. Donc en fait, il va faire justement un parallèle entre la musique et le langage. C'est une série de vidéos. Excellent. Et il part de Mozart, tu vois, et il va expliquer en fait comment est-ce qu'on est arrivé à un peu la musique atonale chez Schoenberg. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le processus en fait Ah ouais. où le langage en fait il s'est de plus en plus, on va dire, délité, c'est-à-dire il est devenu de plus en plus euh, flou dans le sens avant, bah voilà, on avait des carrures très claires, par exemple, c'est classique, tout est très guidé, c'est très clair. Ça commence là, ça finit là, tac, 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 tac. Et puis après, dans le style romantique, on va ouvrir le plus les tonalités, on va aller, on va aller explorer ça, ça, ça. Des tonalités qu'on n'a pas l'habitude d'entendre au départ. Et puis après, quand on va arriver à Debussy, par exemple, si vous écoutez le Faune, vous avez vu cette espèce de délitement, le temps est totalement, Ouais. totalement espacé, la mélodie, comment elle s'exprime, et les accords aussi. Les accords qui ont de moins en moins de rapport tonal en Tonaux, fait ouais. entre eux. Ouais, voilà. C'est-à-dire que on dirait que chaque accord existe en tant que tel. Donc il y a aussi cette disparition petit à petit de la logique tonale, on va dire. Pour autant, tout le monde n'a pas suivi ce chemin, hein. Il y en a qui ont continué à faire de la musique, on va dire néoclassique ou néo-romantique. Mais en fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'à partir d'un certain moment, en fait, on va arriver à un point où, eh bien, je trouve en tout cas, on a perdu toute l'essence du langage. Parce qu'en fait, la musique, et, comme tu dis, ça marche comme le langage. En fait, il y a des choses qui vont capter notre attention. Il y a des choses qui vont capter notre sens, Mhm. notre sens de l'harmonie, notre sens de la syntaxe, en fait. Et si on la casse trop, je trouve, et ben après, on se perd. Et en fait, si tu veux, il se passe tout en même temps et rien en même temps. Et c'est des fois ce que moi je ressens quand j'écoute certaines œuvres contemporaines de Boulez, etc. Moi, je pense qu'il y avait un autre chemin à prendre. D'ailleurs, il a été pris, hein. Moi, j'adore Stravinsky, par exemple. Vous écoutez, il y a plein de choses, hein, mais écoutez L'Oiseau de Feu, Le Sacre, incroyable. J'ai bien aussi Oedipe Roi. Écoutez Oedipe Roi de Stravinsky, c'est absolument incroyable. Moi, j'adore aussi Lily Boulanger. Franchement, c'est une compositrice absolument incroyable. Voilà, Ravel, hein, vous connaissez. Hein, Daphnis et Chloé, par exemple, c'est génial. Et en fait, les compositeurs, justement, ils jouent avec notre sens du prédiction, en fait, du discours. Et en manipulant, en fait, notre prédiction de là, je sens une tension, je sens quelque chose qui va arriver. Eh bien, soit il va pas nous la donner, on va dire waouh, il ne l'a pas donné, ou soit il nous la donne et là on est content, ou soit il va faire par exemple s'il fait des marches harmoniques, il va jouer avec notre manière de prévoir les choses. Donc il y a tout un langage en fait qu'on manie et justement ce langage, eh bien, plus on va le maîtriser avec l'improvisation et puis on va pouvoir l'utiliser pour nous. Excellent. Ouais. C'est un sujet passionnant, je trouve. Mm. L'improvisation, et ça offre beaucoup de possibilités. Et c'est surtout accessible. Moi, c'est vraiment le message que j'essaie de véhiculer avec, tu as peut-être vu un petit peu ce qu'on fait avec Impro Musique, l'école que j'ai créée. C'est vraiment ma mission pour moi de permettre aux gens de découvrir l'improvisation, de se faire plaisir en comprenant ce qu'ils font en fait. Et de ne pas avoir à dépendre d'un support. Ils peuvent, en fait, le but c'est qu'ils soient polyvalents pour moi. Ils peuvent lire quelque chose, ils peuvent jouer une grille d'accords, ils peuvent s'accompagner en chantant, ils peuvent improviser à partir de rien en reconstruisant quelque chose qui a du sens, juste pour qu'ils puissent s'amuser. Moi, c'est vraiment ça que ça m'a permis l'improvisation, alors que je ne suis pas un grand pianiste, je ne suis pas pianiste à la base. Et l'improvisation, quand j'ai découvert ça, je dis ah, trop cool en fait. Tous les jours, je peux m'asseoir, jouer un truc nouveau que j'ai pas joué hier, me faire plaisir, composer un truc pour l'anniversaire de ma frangine, jouer pour mon mariage, etc. Et juste offrir des chouettes moments à mes proches et à moi-même.
Et je n'ai pas trouvé ça dans d'autres trucs. D'ailleurs, on va finir avec quelques questions, mais j'ai fait une vidéo, comme tu dis tout à l'heure, sur le parallèle entre le conservatoire et qui, pour moi, enseigne à interpréter Mhm. et, et l'improvisation. Comme quoi, le conservatoire n'enseigne pas à improviser. Et c'était assez intéressant, les débats qu'il y a eu en Ah, commentaire. j'imagine bien que ça a dû un peu. Ça a piqué Ouais, apparemment d'accord. chez certaines personnes. Et ce serait intéressant que toi, avec ton parcours, tu réagisses un petit peu à ces commentaires. Enfin, Ok, tu exprimes alors. ton avis, ton ressenti Ouais, là-dessus. Tu ouais. serais chaud à faire ça? Ouais, pourquoi pas. Bah, on regarde, bah, tu me montres un peu les commentaires et tout. Ok, J'ai ce pas serait... regardé, donc. Parce que toi, t'es dedans, quoi. T'es dedans, t'es au Conservatoire de Paris. T'es autodidacte à la fois, donc je trouve que ça serait Mhm. intéressant d'avoir ton regard là-dessus. Ok, bah écoute, on fait comme ça alors, ça marche. Yes. Ok, bah écoute, si t'es chaud, après on met le piano en place et puis on fera ça dans un deuxième épisode Mhm. avec toi, Ah oui, comme ça que je là-dessus. peux Ouais, comme ça réagir tu un peu au peux. piano et Ce tout. serait Ouais. intéressant que tu montres des choses, comment ça se passe l'improvisation Bah, en écoute, classique, pourquoi en jazz pas, et allez, tout. on fait ça peut être Bon, marrant. cool. On met ça pour la prochaine vidéo. En attendant, je voulais te poser quelques questions encore avant de terminer. Des questions un peu voilà, sur ta personnalité. C'est quoi, qui est ton compositeur préféré? Hmm. C'est compliqué de répondre, hein, parce que franchement, moi. Le compositeur Ouais, préféré. le Donc en compositeur. classique, hein. Ouais. En jazz, on a. Enfin, pas classique, on a Ok. cru comprendre que c'était Keith Jarrett. Bah oui, j'adore que j'arrête. Je trouve le piano, enfin, en tant qu'improvisateur, c'est vraiment incroyable. Mais sinon, si on parle des compositeurs, bon voilà, on peut parler de musique classique ou autre et tout, hein. Moi, je dois dire que il y a un compositeur vraiment qui m'obsède quand même incroyablement. C'est Wagner. Moi, j'adore, franchement. Ok. Wagner, je trouve que c'est absolument incroyable, vraiment. Il a C'est. une puissance Oui. dans sa musique. On t'emmène dans des climax, mais absolument incroyables. Et en fait, Wagner, c'est un des seuls compositeurs qui me fait ça. C'est que j'ai eu des phases. J'ai eu une phase, par exemple, Dernier Forêt, j'écoutais tout le temps, tout le temps. J'ai eu une phase Bach, vraiment tout écouter, vraiment, surtout toutes les œuvres pour orgue et tout. J'ai eu une phase Ravel, Ravel. Wagner, la phase, depuis qu'elle a commencé, elle ne s'arrête jamais. C'est-à-dire Ah que ouais. plus j'écoute Wagner et plus je me dis c'est incroyable. Et pourquoi je trouve que c'est incroyable Wagner en fait? Parce qu'en fait il a une capacité à capter l'émotion, une émotion en fait intense qu'on a un peu en nous. Et je trouve que ça réveille quelque chose. Moi quand je pense à la fin par exemple de la Valkyrie, troisième acte, absolument incroyable. Les thèmes, les leitmotifs quoi, ils te marquent à vie quoi. Et moi mon opéra préféré de Wagner c'est Parsifal. Mais c'est fantastique. Parce qu'en fait, j'ai l'impression, quand j'écoute Wagner, j'ai pas l'impression d'écouter de la musique classique. Tu vois, des fois, quand on pense musique classique, on Ouais, se dit, ouais, ouais. ok, la symphonie je sais pas, de Mozart ou Ouais, je vois ce que tu veux dire. attends, je pensais à qui? Alors, je sais pas, une symphonie de Haydn, tu vois. Attends, ding, 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 c'est un truc très un peu galant, un peu comme ça. Quand tu écoutes Wagner, t'es dans une galaxie, en fait. T'es transporté dans le cosmos Mhm. et il t'emmène dans des horizons harmoniques et de développement aussi de thèmes et de motifs que t'as jamais entendu avant. J'ai pas envie de dire, on dirait la musique de film, parce qu'en fait, ça serait totalement réducteur. En fait, c'est plus que ça. C'est-à-dire, quand Wagner part de art total, en fait, je comprends ce que veut dire. Ouais, mais Il va c'est convoquer imagé. tout, en fait, Ouais. ce qui existe, quoi. Il a une dramaturgie tellement forte, tellement incroyable. Donc moi, je conseille à tous, écoutez du Wagner. Alors, c'est compliqué parce que les opéras durent 4h30. Mais en gros, si vous avez Je deux crois trucs, qu'on- deux trucs à écouter, franchement, écoutez la fin des Valkyries. Donc, vous écoutez les 3 dernières parties de la Valkyrie. Voilà, écoutez la fin de ça. Écoutez le prélude des maîtres chanteurs. Absolument incroyable. Voilà. Et vous écoutez aussi, dans Parsifal, vous écoutez la musique de la transformation. Voilà. Vous écoutez ça dans Parsifal. C'est des courts extraits. Ta playlist. Vous allez. Ah ouais, c'est fascinant, vraiment. Putain, c'est ouf. Donc, Moi, Wagner, j'ai de je la pense que c'est peine mon à- point j'ai- préféré en ce moment. J'ai toujours eu de la peine à rentrer dans cet univers Ouais, de ouais. Wagner. Non, mais c'est Moi. une musique héroïque, c'est de super-héros. Hein. Ouais, T'as mais envie. c'est- Voilà. c'est C'est une musique ouf de que- super-héros, en fait. Quoi. C'est incroyable. Ok, trop bien. Du coup, en ce moment, t'écoutes quoi à part du Wagner? C'est vrai que j'écoute beaucoup, beaucoup de Wagner et tout. J'adore ça. Non, franchement, aujourd'hui, ce que j'écoute beaucoup, justement, j'aime bien, en fait, ces compositeurs, moi, comme Schoenberg, en fait. Pourquoi je te dis que j'aime bien? Parce qu'en fait, Schoenberg, c'est un compositeur assez étrange. Quand on dit Schoenberg, on pense celui qui fait de la musique atonale, Mhm. donc voilà, dodécaphonisme, etc. Mais en fait, Schoenberg, des fois, ce qu'on ne sait pas, en tout cas, ce que la majorité des gens ne savent pas, c'est qu'en fait, il a une première période où, en fait, c'est un Wagner, mais sous perfusion, en fait. C'est un Wagner, mais encore pire que lui, tu vois. Donc, il a fait des musiques incroyables. Moi, j'adore, par exemple, La Nuit transfigurée ou Les Gourds Leaders. Voilà, c'est fascinant, c'est une sorte d'opéra, on va dire, qui dure 3h30. C'est incroyable. Et c'est de la musique tonale, 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 hein. Et après, en fait, il a viré dans quelque chose d'autre, tu vois. Et en fait, je trouve ça super intéressant, Schoenberg, en fait, la transition entre sa musique néo-romantique et petit à petit, quelque chose, on a du mal, en tout cas, la majorité des gens, on a du mal à rentrer dedans, en fait. On se dit, mais quel est le cheminement de pensée pour commencer à faire de la musique comme ça? Ouais. Et puis arriver à
En gros, après Péléas, à peu près, quoi, on arrive à une musique qu'on a du mal à comprendre. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce cheminement, en fait? Donc moi, Schoenberg, c'est un compositeur que j'écoute beaucoup parce qu'en fait, j'aime bien voir comment il a évolué. Et sinon, moi, j'adore Fauré, parce qu'en fait, Fauré, surtout le dernier Fauré, en fait, il a prouvé que c'est pas parce qu'on a fait tout en harmonie tonale, on va dire, qu'on peut pas continuer à faire de la musique. Et dans le dernier Fauré, en fait, il a inventé un style harmonique et un univers sonore que j'ai jamais vu ailleurs et j'ai jamais entendu ailleurs. En fait, Fauré, pour moi, il a pas d'enfant, quoi. Son style harmonique des derniers quintets, vous écoutez ça, les derniers quintets, les dernières mélodies, il est absolument incroyable. Et en fait, ça m'est énormément utile dans le jazz, en fait, ce genre Ouais. d'harmonie qu'il utilise, parce qu'en fait, il arrive à faire de la musique en utilisant des accords classiques, quoi. Mais tu l'entends pas comme de l'harmonie tonale. Ouais. Donc Ouais, c'est ça, ouf. s'il y a des trucs que je vous encourage à écouter de Fauré, c'est quelque chose que j'écoute beaucoup, c'est l'horizon chimérique. Vous écoutez les derniers quintets. Vous mettez les derniers quintets, trio aussi, en ré mineur. Et voilà, et quoi d'autre que vous pourrez écouter? Vous écoutez la dernière nocturne, voilà. Et c'est déjà pas mal. C'est trop cool parce que quand je t'entends parler de ça, comme tu es passionné et tout, ça me donne envie d'aller écouter ce genre de Oh musique là alors là, que c'est pas c'est du tout incroyable. mon univers, tu vois. Et c'est Ok. vraiment un truc même qui me rebute un peu. Mais quand on parle, je me dis, putain, en fait, ça a l'air hyper intéressant et c'est passionnant. Et je trouve chouette de rendre Mm. ça passionnant parce que ça l'est, j'en suis convaincu. Mais ça nécessite une approche, toi et toi, c'est fou comme tu es arrivé là dans ton parcours et que tu le partages avec autant Mm. d'énergie et de joie, vraiment. Donc c'est contagieux et c'est cool. Bon, du coup, question suivante, moins rigolote. Est-ce que ça t'est arrivé durant ton parcours d'avoir des sortes de perte de confiance, tout ça? Parce que j'imagine, quand même, tu es pianiste de jazz, tu entres au conservatoire, enfin, il y a beaucoup de croyances là autour, de trucs que tu connaissais pas le solfège et tout. Euh, Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu des baisses de régime? Ouais, franchement, la musique, c'est vraiment un domaine très particulier où tu te mets toujours en comparaison avec les autres. Il y a toujours meilleur que soi, surtout aujourd'hui avec les réseaux. Tu vois des gens toujours monstrueux, toujours incroyables, et tu te dis toujours, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi est-ce que moi j'aurais quelque chose à dire de plus que les autres? Tout a déjà été fait. Surtout quand moi, voilà, je passais mes journées à déchiffrer des chorales de Bach, je me dis, mais c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Qu'est-ce que moi je vais apporter, tu vois? Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que dans la musique, c'est pas celui qui court le plus vite qui gagne, comme au sport. Au sport, tu cours le plus vite, t'es premier. En fait, en musique, il y a quand même quelque chose d'incroyable, c'est que si tu as quelque chose à communiquer et que tu arrives à bien le communiquer aux gens et à leur faire ressentir des choses, eh bien, tu vas réussir ta mission. Ouais. C'est pas une question d'être le meilleur, qui fait les meilleures gammes, qui joue la virtuosité par exemple, qui joue le plus vite, qui connaît tous les accords, qui sait jouer tous les rythmes, etc. C'est pas ça la question. La question c'est est-ce que tu fais ressentir des choses aux gens, tu vois? Et ça on l'oublie beaucoup en fait. La musique c'est ressentir des choses, c'est partager des choses aux gens qu'on aime. Et aussi, nous-mêmes aussi, on ressent des choses. La Bien musique, sûr. c'est quelque chose qui nous rapproche, qui crée des liens en fait Oui. extrêmement forts. Et je trouve qu'il faut revenir à ça en fait tout simplement. Donc si on a des fois qui disent ah là, je suis pas assez bon, faut que je travaille plus, juste reviens à l'essentiel. Est-ce que tu arrives à faire ressentir des choses aux gens? Pose-toi cette question-là, tu vois. Et surtout, faut surtout pas oublier que il faut aller puiser chez les autres pour moi, pour ensuite trouver sa propre voie d'expression, tu vois. Donc des fois, en fait, finalement, quand j'ai des pertes un peu de régime, où je me sens pas bien, en fait, eh bien, je vais aller chercher des choses chez Ravel, tu vois. Et en fait, ça va m'inspirer. Je vais me dire, ah putain, c'est génial ça, en fait, ce truc-là. Moi, je pourrais le faire comme ça. Et en fait, petit à petit, tu trouves ta propre manière, en fait, de faire les choses. Et ça te permet, en fait, de te dire, en fait, moi, j'ai quelque chose à donner que les autres, ils n'ont pas. Mhm. Parce que par rapport à mon parcours et par rapport à mes goûts musicaux, eh bien, je vais pouvoir présenter une facette de la musique que peut-être les gens Ouais. n'ont pas encore entendue, Ouais, ouais. tu vois. Et donc, c'est ça qui me, même si voilà, je suis entouré de pianistes au Conservatoire de Paris qui sont absolument incroyables, hein, des monstres de technique et tout. Et bien en fait, je me dis, ok, ces gens-là, ils jouent sûrement mieux que moi, des concertos de Brahms et tout. Mais je pense que par l'improvisation, en fait, j'ai quelque chose à dire que eux, n'ont pas. Ils ont d'autres choses à dire. Et c'est ça, en fait, pour moi, qui est intéressant dans l'improvisation, c'est que tu auras toujours quelque chose à dire. En fait, tu crées une individualité, en fait, dans ton discours musical, tu vois. Et ça, j'ai envie de le cultiver, en fait, pour moi-même, mais j'ai aussi envie de le cultiver avec d'autres gens, tu vois. Ouais, c'est cool. Et du coup, ben, ce sera notre dernière question. Je pense que ça finira à toi le mot de la fin. C'est quoi ton grand rêve en lien avec la musique? C'est marrant que tu dis ça parce que c'est une chose auquel je réfléchis beaucoup. En fait, depuis que je fais mes études au Conservatoire de Paris, avec Jean-François,
voilà, il me demande de bouffer énormément de répertoire, d'échafauder plein de musique. Et je me suis dit, OK, ce que je vais faire, c'est que je vais compiler tout. Enfin, je vais faire des sortes de résumés, en fait, des styles de tous les compositeurs que j'adore. Donc, j'ai pris Brahms, j'ai pris Liszt, Chopin. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout déchiffré, quoi. Et j'ai fait des petits, comment on appelle ça des petites photos, un truc que j'aime bien, ouais, c'est ça, des petites photos. Et j'ai mis, et en fait, après, ouais, alors, j'ai pris tous les extraits audio, quoi, que j'aimais bien, et je les ai découpés pour que ça corresponde à chaque fois à des éléments stylistiques. Par exemple, chez Chopin, bah, des éléments de virtuosité, des figures mélodiques, ça fait Chopin, des suites d'accords. Par exemple, chez Ravel, j'ai regardé des textures de piano. Chez Bach, des formules de contrepoint, etc. Et je me suis dit, en fait, je vais avoir une sorte d'énorme banque de données, de ressources, quoi, de tout ce que j'ai déchiffré. Et je vais pouvoir ensuite aller piocher quand j'en ai besoin. Et en fait, ça tombe bien parce que aussi au conservatoire, on est formé pour faire du ciné-concert, tu vois. Et donc, quand on doit accompagner des films, on doit improviser sur des films, et bien en fait, j'ai toujours des éléments que je peux aller puiser chez les compositeurs. Et en faisant ce travail, j'ai découvert des pièces, mais totalement méconnues, des choses incroyables, des choses cachées, hein, de Mozart, on va dire que tout le monde ne connaît pas, quoi. De Brahms, enfin, il y a des trucs chez Brahms, mais c'est fascinant. Vraiment. Et voilà, donc j'ai découvert pas mal de choses, en fait. Et j'ai pu les mettre en lien avec le jazz. Tiens, Bill Evans, ça, je sais qu'il allait le choper chez Ravel. Ça, je sais que Oscar, il a bossé ça chez machin, tu vois. Mais en fait, ça me permet de faire une sorte de généalogie, bah, des harmonies, des textures de piano. En fait, ça me donne une idée claire, en fait, de tout ce qui s'est passé dans l'histoire de la musique, en fait, et de voir, en fait, un peu le lien qui unit tous les compositeurs et le langage musical. Et en fait, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai pu emmagasiner, et bien, en fait, un jour, j'aimerais le partager, en fait. Ce que j'aimerais, en fait, c'est que tous les pianistes qui font du classique, d'accord, les pianistes qui savent pas improviser, etc., j'ai envie de leur dire, en fait, c'est pas normal qu'avec ton niveau de piano, ton niveau d'expertise, tu peux pas improviser sur 4 accords, genre la mineur, fa majeur. Ça me fait Et en péter fait, un tu vois, câble. Je me dis, mais les c'est ça. pauvres. Je me dis, c'est pas possible. Je suis au CNSM, en fait. 90% des pianistes, ils savent pas improviser. Et quand je te dis ils savent pas improviser, on peut se dire, mais si, ils savent jouer, hein. Ils jouent très bien. Ils interprètent très, très bien. Moi, je suis content d'aller payer 600 € à l'opéra et puis de voir des super chanteurs, des super violonistes, des super violoncelles solo. C'est pas ça le truc. C'est que pourquoi est-ce que quand je leur dis ah, j'ai un problème, il faut que tu m'aides parce que faut que tu me remplaces parce que là, je dois accompagner un concert, c'est du Jacques Brel, du Aznavour, tu peux accompagner. Il y a pas de partition, c'est juste 3 accords et tout. Le mec, il dit non, je peux pas. Non, c'est mort. Mais je comprends pas. T'as 25 ans de piano dans les doigts, tu joues des études de Chopin, pourquoi tu peux pas? Ah non, j'improvise pas et tout. Tu vois? Je me dis, mais attends, c'est pas possible. Pourquoi est-ce que tout le monde, tous les pianistes ne sont pas capables juste de jouer des accords accompagnés de jamais, quoi? Et je trouve qu'il y a vraiment un problème avec ça, tu vois. Je me dis, mais putain, moi, j'aimerais bien ça, en fait. J'aimerais bien pouvoir montrer que dans toute l'histoire de la musique, tous les extraits que j'ai compilés, en fait, il y a plein de choses pour improviser, il y a plein de choses Mais oui, pour... c'est ça. En fait, je me dis, mais t'as 6 ans et demi, tu commences au conservatoire, oui, tu peux interpréter, où est-ce que je mets les doigts? Mais il n'est pas normal qu'au bout, je sais pas, de 1 an de piano, même si t'as 12 ans, hein, tu puisses pas faire un petit prélude de Bach, tu vois. Genre, putain, ça va. Tu prends le prélude en do majeur, do, do, di, da, di, da, 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 da. Ok, tu fais ça, voilà, c'est do majeur, après tu changes d'accord, voilà. Tu vois, tu lui fais des petits schémas harmoniques, tu dis, bon, bah, tu fais comme Bach, tu fais les mêmes arpèges, mais à chaque fois, tu changes d'harmonie, voilà, quoi. Et tu lui montres un peu. Et je trouve que il manque quelque chose dans ce truc-là. Moi, mon rêve, ce serait ça, ce serait de pouvoir faire en sorte que tous les pianistes, en fait, ils aient cette capacité à pouvoir improviser des petites pièces, quoi, et aussi ben, jouer avec des gens, improviser, quoi, tout simplement. Ça serait vraiment un rêve, c'est de partager tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai fait dans la musique, quoi, tout simplement, jusqu'à maintenant. Ben, c'est ouf. Je crois qu'on a un peu le même rêve alors. Ah, c'est ton rêve aussi? Avec des particularités différentes et des styles différents. D'accord. Mais clairement, moi, c'est la mission que j'ai avec mon école, c'est de rendre ça accessible en fait. D'accord. Et de dire aux gens, mais en fait, on peut commencer par ça. Et après, tu fais ce que tu veux. Après, tu veux interpréter, bah vas-y. Mais au moins, tu sauras improviser, ce qui fait que tu auras toujours quelque chose à jouer. Mhm. Tu pourras retomber sur tes pattes si tu as oublié une mesure ou je sais pas quoi. Tu n'auras pas plus rien. Mhm. Et ça m'a toujours choqué de voir à quel point des gens qui ont des années de piano, ils viennent me dire écoute, ça m'intéresse de rejoindre ton école. Je dis mais t'as fait 20 ans, 30 ans, 40 ans de piano, on a certains élèves. Et oui, ils disent oui, mais moi si j'ai rien à lire, je sais pas jouer. Ah ouais, d'accord. Et ça m'a choqué. Je dis mais moi, je suis pas, tu vois, je suis pas du tout virtuose au piano, rien du tout. Je dis mais qu'est-ce que je peux leur apprendre? En fait, ils comprennent rien ce qu'ils jouent. Mhm. On ne leur a pas appris à comprendre. Mhm. Donc je dis, bon, ben, il faut changer ça. Et moi, j'ai envie que dès le plus jeune âge, les enfants qui sont intéressés par la musique puissent commencer par ça.
pour se faire plaisir. Par l'improvisation. Exactement, par l'improvisation. Pour aller de l'avant et après, ben, voilà, s'ils veulent pousser le truc, ben, ils peuvent faire comme toi, improviser dans différents styles, ils peuvent interpréter, mais au moins ils ont ce socle, quoi. Ils Je savent comprends. parler, ils savent discuter, ils savent demander où c'est les toilettes et Ouais, aller boire un verre. c'est ça, comme je disais tout à l'heure, mais c'est super ce que tu dis parce que moi, c'est exactement la chose que j'ai réalisée quand j'ai commencé le piano. Voilà, j'avais 15-14 ans et tout. Et je me disais, mais si je rentre chez moi et j'ai juste envie de jouer un truc un peu triste ou un truc un peu mélancolique, j'ai envie de me faire plaisir. Je Ouais. rentre tu vois, du lycée, j'ai envie de jouer en fait. Mais j'ai pas envie de jouer les morceaux que je travaille tous les jours, quoi. J'ai envie de jouer du piano, quoi. Et bien en fait, j'avais pas les clés, tu vois. Je me disais, mais en fait, on peut pas, quoi. Mm. Juste, j'ai des morceaux de partition, il faut que je les joue, et puis c'est tout. Et il y avait pas d'infos, quoi. Je suis sur Internet, il n'y a pas d'infos. Il n'y a pas de bouquin pour improviser, il n'y a rien. Je dis, mais comment on fait? Et quand je demandais, des fois, voilà, à des profs conservatoires, je leur dis, ouais, mais je peux pas improviser ça. Ils disent, ah, non, non, et si tu veux improviser, il faut apprendre tous les accords, Ouais, l'harmonie, il faut faire je sais pas quoi, parce qu'ils il faut savent apprendre pas, le en fait. contrepoint, le truc comme ça et tout. Je me dis, oh, ok, bah, c'est bon, je vais pas le faire. Et sauf que maintenant que je l'ai fait aujourd'hui, en fait, j'ai vu ce qu'il y avait besoin de Tu faire. vois le Ouais, en chemin. fait, j'ai vu ce qu'il y avait besoin de faire. Et en fait, c'est pas du tout compliqué. En fait. Ouais. C'est pas du tout compliqué au sens. L'objectif, c'est que est-ce que tu es capable, avec ce que tu apprends, de te faire plaisir, d'être heureux, tu vois? Eh bien, en vérité, avec le piano, c'est comme ça, c'est pour ça que j'adore cet instrument. C'est qu'avec un minimum de moyens, en fait, tu peux avoir un maximum d'effets et un maximum de plaisir, tu vois. Ouais. Et ça, c'est intéressant parce que je sais pas, si tu fais du violon, tu mets 1 an avant de sortir un son, quoi. Le son, tu es toujours en train de le travailler, quoi. Mm. Dans le piano, ce qui est bien, c'est que je trouve qu'avec peu de moyens, en fait, on peut faire beaucoup, 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 beaucoup de choses, tu vois. Mais si t'es pas passé par là, en fait, tu comprends pas ça. Oui. Et ça, moi, j'aimerais en fait dire aux gens, on peut improviser ensemble, on peut jouer, on peut faire des choses, et que ce soit de la musique classique, du jazz ou d'autres styles, en fait. Tu vois. Ouais, mais en tout cas, c'est vraiment passionnant et c'est chouette de voir quelqu'un comme toi qui a eu ce bagage et ce niveau-là et de pouvoir échanger avec lui et de voir le point de vue que tu as là-dessus et que tu penses que c'est possible. Parce que moi, je me heurte souvent à ces croyances-là des gens qui sortent des conservatoires, des profs de piano, des profs de piano à la retraite, des gens qui veulent apprendre mais qui pensent que c'est totalement impossible. Et des fois, je me dis, ouais, moi j'ai beau leur montrer, ils me disent, oui, mais bon, t'as pas fait le conservatoire, t'as pas fait ci. Je dis, écoute, oui, quand même, un peu, mais pas à ton niveau, tu vois. Donc d'avoir quelqu'un qui a fait ce parcours avec le recul, se dit, les gars, c'est possible. Je dis, yes, c'est intéressant. Et du coup, pour terminer, où est-ce que les gens peuvent t'écouter, peuvent te retrouver, tout ça? Je trouve chaque fois chouette de partager un petit peu nos invités là-dessus. Bah écoutez, moi déjà, je suis à Paris, vous pouvez me voir tous les jeudis soirs au club de jazz de 38 Rives. Je joue en trio, on joue de Excellent. 23h à 1h30 à peu près. On fait le concert, après il y a la jam. Donc si vous êtes musicien, venez, vous pouvez jouer avec moi, on peut discuter, on peut parler, on fait des morceaux ensemble, quoi. On joue jamais le même répertoire toutes les semaines. Excellent. Donc on change tout le temps. On fait plein de trucs, du Bill Evans, du Oscar. Bon, on a tout joué, je pense. Ça fait pratiquement 7 ans que je joue toutes les semaines dans ce club, donc je pense que j'ai joué tous les standards. Enfin, je sais pas combien de trucs j'ai joué. On a fait plein de trucs. Aussi, je fais des concerts dans mon club de jazz. Les dimanches, en fait, on fait un concert qui est classique en jazz. C'est-à-dire qu'en fait, on prend des morceaux classiques et on les joue en jazz. Excellent. Donc ça a déjà été fait, hein, Jacques Loussier, tout, etc. On connaît. Et moi, en fait, je me suis dit, mais c'est dommage. À Paris, il n'y a aucun lieu où on peut écouter du classique, mais avec des arrangements de jazz, quoi. Donc moi, j'ai lancé ça un petit peu dans ce club. J'ai proposé ça un peu, cette idée. Donc moi, je fais un concert le dimanche 26, le 26 janvier. Donc vous pouvez, il y aura le lien, je pense. Et le 9 février aussi. Yes. Et il y en aura plein d'autres, en fait, les dimanches. On fait des concerts classiques en jazz. Aussi, j'accompagne des films à la Fondation Pathé. Fondation Pathé, donc c'est Ça, c'est cool. Place d'Italie. Donc je joue sur des films muets. On accompagne des films, des grands films. Des films de Murnau, de Frieslang. Donc renseignez-vous aussi, hein, il y a des ciné-concerts, c'est génial. Et ensuite, si vous voulez me suivre sur les réseaux, moi je suis sur Instagram. J'ai une chaîne YouTube, mais elle est un peu inactive. Mais vous pouvez regarder ce que je fais si vous aimez bien. Et sinon, oui, je suis sur Instagram. Vous pouvez me suivre, c'est Kélian Camus. Et au plaisir de rencontrer des gens Ouais. qui aiment la musique. Quoi. Ça Ouais, serait c'est pas ça. mal, quoi. C'est ça. Et du coup, on se retrouve dans un deuxième épisode avec Kélian au piano pour rebondir sur cette vidéo Ok, on va qui regarder les mélangeait, commentaires. Ouais, ok. On va regarder l'interprétation les commentaires. et l'improvisation, la battle. Super, on va regarder ça. Merci pour ta venue, c'était cool. Merci, hein, franchement, merci beaucoup pour l'invitation et pour toutes ces discussions. Je suis vraiment content de pouvoir partager mon parcours, quoi. C'est cool. Merci Kélian. Salut.